Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Je suis de retour puisque mes acolytes étaient là déjà la semaine dernière, mais moi j'étais parti vaquer à d'autres occupations, familiales notamment. Et nous sommes de retour au grand complet aujourd'hui pour vous proposer non pas une, non pas deux, mais bien 3 équipes. En fait, l'équipe de chacun de nos chroniqueurs, mais l'équipe all-time, le meilleur joueur par position. Alors bien sûr, on va pas faire les 22 parce que sinon ce sera trop long. On va voir un petit peu comment ça se goupille. Il y aura un quarterback, un running back, un receveur, un tight end, 5 joueurs défensifs. Bref, ça va être magnifique. On a demandé à chacun de nos chroniqueurs le meilleur joueur de tous les temps à chaque poste. Alors je sais que ça fait toujours débat parce que ça dépend des sensibilités, ça dépend aussi des générations, ça dépend de beaucoup de choses. Mais voilà. Et à la fin, vous pourrez voter sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. Je crois que c'est sur Twitter que c'est prévu. Vous pourrez voter pour savoir qui des 3 a la meilleure équipe, laquelle se rapprocherait le plus de votre top GOAT of all time. Avec moi ce soir, mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sacré débat qui va nous occuper ce soir. Tu l'as dit. Alors, à titre personnel, c'est sans doute un des podcasts les plus difficiles pour moi à préparer, vraiment, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je prenais mes notes, que je ramassais des infos, que je me laissais guider par mes souvenirs, mais aussi par un petit peu de recherche, parce qu'il faut parfois mettre un petit peu d'objectivité là-dessus. Ben, il a fallu que je mette des limites, parce que j'aurais pu rédiger pendant des heures là-dessus, donc on va essayer de se cadrer, mais je pense que le débat va être animé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, et comme tu le dis toujours, choisir c'est renoncer, donc forcément, il va falloir renoncer. Celui à qui on n'a pas encore renoncé, malheureusement, mon Yaya. Salut Yaya, comment tu vas? Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, en pleine forme, ravi de te retrouver, Flav. Oui, un débat aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être un vrai débat avec un meneur de débat comme toi. Tu vas nous couper la parole, on te connaît. Non, mais je sais que déjà mon équipe ne gagnera pas parce que j'ai pris des risques juste pour vous. Et on va commencer maintenant à te couper la parole. Non, je rigole, vas-y. Mais non, pour les auditeurs, j'ai mis des joueurs à les regarder et voilà. Ouais, c'est bien. Tu as mis des watching players. En parlant de choses à aller regarder, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle saison de Quarterback sur Netflix, si vous avez la plateforme. C'est une honte! Kirk Cousins, c'est une honte! En plus, il y a Kirk Cousins. Alors déjà qu'il est gentil, il a des goûts de chiottes en niveau musique. Oui, mais il est gentil, et voyez, il a été tellement gentil qu'il s'est fait berner par les Falcons. Je savais que c'était une franchise pourrie. Mon cher Vince est là. Salut Vince, comment tu vas? Salut Flav, salut. Coucou Jordan. Eh ben ça va très très bien. Pour tout vous dire, je vais parler un peu de mon perso, mais j'étais invité à un apéro ce soir chez des amis. J'ai préféré refuser pour venir ici et prêcher la bonne parole de l'équipe type all time. Je ne pouvais pas ne pas aller vers des tunnels, n'écouter les tunnels Giants de mon ami Yaya, les tunnels que va me proposer Seb et les coupages de parole de Flav. C'est que du bonheur, on va se régaler. Oui, enfin, c'est surtout que c'était un apéro sans alcool et avec que des crudités. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas été. Pourtant, sans alcool, la fête est plus folle, mais là... Oui, on voit que tu connais pas Vince, toi. Hein. Ce sera donc la première fois que Vince fera un podcast. Je suis plutôt surpris d'apprendre que Vince a des amis, mais bon... C'est toujours une bonne chose. C'est pas mes amis, en fait c'est ma fille qui s'est fait inviter. Et donc les parents c'est plus des amis maintenant. Ah, mais on comprend mieux. Et donc la parent avait voilà, tout s'explique. Je me disais aussi. Je suis percé. C'est pas des amis. Il a deux doigts de nous raconter qu'en fait c'était l'anniversaire d'une amie de sa fille et que c'était pas un apéro, c'était juste la fin du gâteau avec le champomis, quoi. Mais bon, ça c'est pour un autre jour. Bon, on commence par le meilleur quarterback de tous les temps. Alors le principe va être simple, je vais donner la parole à un des 3 chroniqueurs qui va vous donner son choix. Si les autres ont des choix différents, ils ont le droit de faire valoir leurs arguments juste après. Sur certains postes, tout le monde sera d'accord. Par exemple, sur le quarterback, tout le monde, on le sait, ami Drew Brees. Et c'est pour les autres que ça posera peut-être un peu plus de problèmes. Tiens, on va commencer par quarterback. Mon cher Vince, ton quarterback le meilleur de tous les temps. Ah, alors tu commences par moi pour le Oui, je commence par toi parce que comme ça, tu auras les tight ends tout à l'heure et Seb aura les receveurs. Voilà. Ouf.
Et Yaya, il n'aura rien du tout comme d'habitude. Alors, Yaya, on le verra. Les joueurs de banc touchent pour Yaya. Quarterback, c'est un poste qui est forcément à la vue de tout le monde et qui est un peu, qui est très très disséqué dans le monde du football actuel. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les quarterbacks. On va pouvoir parler stats et on va pouvoir voir les quarterbacks. Mais c'est qui, bordel, c'est qui? On va pouvoir voir les quarterbacks qui ont changé le jeu. Pour moi, le quarterback GOAT, de toute façon, pourquoi tu dis à couche? Tu sais très bien, j'ai son maillot. Peyton Manning. Pour moi, c'est le quarterback. On vient de perdre toute crédibilité en 5 minutes. Eh ben non, je suis désolé, mais pour moi, je le mets vraiment numéro 1. Pourquoi? Et je vais argumenter. Il va falloir, oui. Niveau stats sur une saison, sur 17 matchs, donc il est dans les meilleurs sur beaucoup de stats. Ça reste celui qui a le meilleur nombre de yards par passe tenté sur toute l'histoire de la NFL. Et en plus de ça, surtout moi ce que je trouve, c'est qu'il a changé le jeu de quarterback. C'était un des premiers quarterbacks à arriver en disant clairement, en pouvant modifier le jeu sur le terrain, en ayant ces appels de jeu, des lectures diverses de la défense qui ont vraiment permis d'évoluer. ESPN avait fait un reportage là-dessus et avait interviewé des coordinateurs défensifs, et les coordinateurs défensifs disaient que c'est le premier quarterback qui fait autant changer d'avis ou qui fait autant poser de temps mort à un coordinateur défensif. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant, dans la période de Peyton Manning, bien sûr. Ils disaient aussi que c'était le seul quarterback pour eux qui était vraiment habilité à conduire une attaque de bout en bout, à modifier les jeux, à les faire comprendre à ses équipes et vraiment à vraiment voir et cadrer une attaque vis-à-vis d'une défense. Donc c'est vraiment pour ça que je mettrai Peyton Manning. Après, je vais quand même citer les deux autres qui viennent derrière pour moi. Juste derrière, il y avait son duel fratricide avec Tom Brady, forcément. Je pense que beaucoup auront Tom Brady. Et puis, un peu plus loin et un peu plus vieux, Joe Montana pour moi. Bon, mon Yaya, t'es d'accord, bien sûr, ça va être Peyton Manning? Alors, Manning, oui, mais non, c'est pas le bon prénom, premièrement. Mais non, ce n'est pas mon GOAT. Je l'ai déjà expliqué dans un podcast qu'on avait fait avec... Tout à fait. On avait déjà fait le meilleur QB de tous les temps. Oui, avec l'homme de la mauvaise foi, Wake, que l'on salue au passage. J'ai hésité à l'inviter, je me suis dit ça va mettre 3 heures. Oui, tout à fait. Et puis surtout, il nous aurait donné des cours de physique. Donc, et puis il est en Guadeloupe. Voilà. On le salue, il est loin. Tout à fait. Non, moi, mon GOAT, il a été cité après, mais c'est Joe Montana. Pourquoi? C'est une raison complètement subjective. C'est juste que c'est Joe Cool, 4 Super Bowl dans les années 80. Un duo mythique, je pense qu'on va parler de son alter ego. Et puis un joueur qui est magnifique et dans toute sa splendeur. Donc voilà. Seb, ramène-moi si je me permets, Joe Montana, 4 Super Bowl, 11 touchdowns à la passe, 0 interception. Ouais. Seb, ramène-les-moi à la raison, s'il te plaît. Alors non, n'allons pas jusque-là. Je suis pas loin d'être d'accord avec Vince, parce que Peyton Manning, c'était on va dire mon close number 2. Bien sûr, le cœur pourrait me faire dire Joe Montana en raison de son illustre carrière, mais je suis désolé, messieurs, on en revient toujours au même nom, Tom Brady. 7. Les chiffres, est-ce qu'il faut rappeler les chiffres encore? Super Bowl gagné, 3 fois MVP de la Ligue, all-time leader en tentative de passe, passe complétée, yards lancés, touchdown lancés, les 7 titres gagnés avec 2 franchises différentes. Stop, n'en jetez plus. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en épluchant ces stats, je me rends compte que le type n'a même pas la baisse de régime de fin de carrière. Il lance plus de 4 milliards de 2017 à 2022. Il fait une pointe à 5316 en 2021. C'est juste zinzin. Je le redis, moi, quand il était actif, je faisais partie des haters de Tom Brady et des Patriots. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, ma franchise, elle raclait quand même les fonds de bidet pendant quelques années. Et surtout, quand on voit une équipe et un joueur qui une discipline et un championnat aussi insolente, forcément, ils vont attirer autant
d'admiration que de haine. On en a la preuve en ce moment à d'autres clubs que je ne citerai pas pour éviter d'avoir des ennuis. Mais voilà, pour moi, c'est le choix logique. Je ne dis pas que le choix de mes collègues sont... mais pour moi, c'est le poste sur lequel il y a très peu de discussion, c'est Brady. C'est Brady, très peu de discussion. Tout le monde aura compris qu'il y avait un seul homme sensé dans ce podcast. Ça fera toujours plaisir. Omaha. Ouais, c'est ça, Omaha Beach. Ouais. Allez, on passe au running back. Mon Yaya, ton running back, meilleur running back de tous les temps, le GOAT of all time, au poste de running back. J'ai longtemps hésité, mais comme j'ai choisi un joueur qui avait des titres, c'est Emmitt Smith. Emmitt Smith. Qui, dans les années 90, était un des, je vais pas dire le premier, mais dans la veine à sortir, être la soupape de sécurité, comme dirait Vince, mais de sortir du backfield pour aller prendre des réceptions et avancer. 11 touchdowns en réception, 515 réceptions en carrière, et également 4409 portées de balle, 18 355 yards au sol et 164 touchdowns. C'est un joueur qui reste toujours iconique, qui est toujours une référence dans le sport américain. J'aurais pu choisir également d'autres joueurs, mais lui, étant donné que j'ai grandi, j'étais adolescent dans les années 90, bah forcément, j'ai ce biais qui rentre en ligne de compte, puisque, encore une fois, j'ai pris un côté extrêmement subjectif dans le choix de mes GOAT. Il y a aussi un côté, on va dire, haine qu'a eu, que je peux comprendre dans le choix de Seb sur le poste précédent. Donc, et oui, effectivement, moi, c'était un peu pareil, hein, c'était un cow-boy, donc forcément, j'étais pas forcément très enclin à les aimer. T'aimes pas les cow-boys? Bah, rivaux de division. Rivaux historiques, donc forcément. Il n'aime pas les chapeaux. Il n'aime pas les Eagles, voilà. Ni les Commanders non plus, il paraît. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Emmitt Smith. J'aurais pu parler d'un autre, un Lion. Je pense que mes camarades vont peut-être y penser, ou un autre qui était peut-être aussi, qui était énormissime, une grande star, mais étant donné qu'elle est décédée il y a peu et très connue pour une chevauchée dans tout Los Angeles et des rôles dans Y a-t-il un flic? Donc voilà. Je sais qu'Yaya est très féru de cinéma. Hein, il est très féru de. À chaque fois, il nous sort Dan Marino et tout ça. Zaz, Zucker, Abraham Zucker. De grand cinéma. Oui. D'ailleurs, on fête les 21 ans de The Anchorman. Donc, allez-y. Mon cher Seb, t'as fait oui au Lion. Seb, il va réagir. Oui, j'ai fait. Alors là aussi, mais qu'est-ce que ça a été difficile. Qu'est-ce que ça a été difficile de choisir. Moi, je découvre et je vis le football lors des grandes années des running backs. Alors oui, bien sûr, Emmitt Smith, ça serait 100 fois oui. Ça aurait pu être Thurman Thomas, le leader emblématique de l'attaque des Bills de Buffalo des années 90. Ça aurait pu être tellement de monde, mais j'ai choisi vraiment mon préféré, c'est le cœur qui parle, c'est Barry Sanders, la merveille des merveilles. 10 ans de NFL, notre homme s'est retiré au sommet. Sa plus petite saison, messieurs, elle pointe à 1304 yards et cette année-là, malgré ça, il est le leader de la ligue au sol. Il a franchi la barre des 2000 yards en 1997, 2053 yards en termes de distinction individuelle, 10 Pro Bowl, 6 fois All Pro, MVP 1997 pour Associated Press, 2 fois Offensive Player of the Year. Là où ça va pêcher, eh bien, c'est que il n'a pas de titre collectif, un championnat à son malheureusement, et très peu il ne disputera que 6 matchs dans sa carrière, au cours desquels il va sous-performer, très curieusement, de manière générale. Alors, pour l'historique, on aurait pu aussi citer Walter Payton, icône des années 80 pour le sport US, et sans doute un des athlètes les plus populaires aux États-Unis en son temps.
Et puis, vraiment du point de vue historique, Jim Brown, seul rookie MVP de l'histoire, 8 fois rushing leader de la ligue en 9 saisons et leader all-time en yards par match, 104.3. Un monsieur en plus qui sera, lui, une véritable icône militante et culturelle, très connu pour ses combats pour les droits civiques aux États-Unis. Mais malgré ces très grands noms, pour moi, c'est Barry. Mon Vince? Il va nous laisser un petit peu des stats à exposer, le Seb, ou comment ça se passe? Non, on peut plus rien dire, c'est fini là, c'est fou. Non, attendez. Mon Seb. Non, attendez, les gars, dans cette émission, il y a 2 experts et Yannick et toi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Si tu parles de Flav en tant qu'expert, qui utilise l'intelligence artificielle pour pas se mouiller, qui a à peu près le courage, t'as pas compris. Voilà. Mais non, le concept d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est que ça va amener des choses qui sont probablement beaucoup plus statistiques que vous, qui avez un passé, qui avez un vécu avec chacun des joueurs, et donc ça fait une équipe. Peut-être que les gens préféreront, ou peut-être que justement, ils se prononceront plus pour une équipe sentimentale que vous avez pu exposer. Voilà la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on a fait les deux. D'ailleurs, t'as pas donné ton MVP. Non, mais je donnerai à la fin. Je donnerai toute l'équipe ChatGPT à la fin. Alors moi, je vais partir sur le dernier nom cité par Seb, à savoir Jim Brown. Effectivement, 9 saisons en NFL. Seulement 9 saisons d'ailleurs. Seulement 9 saisons, mais sur les 9 saisons, il n'y en a qu'une seule où il n'est pas leader en yards à la course sur toute la NFL. C'est une saison où il finit à 996 yards à la course. Sinon, sur toutes les autres saisons, il finit avec des statistiques énormes, notamment cette saison en 1963, oui, ça ne nous rajeunit pas, où il finit avec 1863 yards par saison, sur une saison qui ne comptait que 14 matchs. 14 matchs. C'est-à-dire qu'il fait une saison avec 133 yards de moyenne par match. C'est tout simplement monstrueux. On dirait Nicolas Candard avec les Mousquetaires. Comme l'a dit Seb, en plus de ça, ça a été une figure emblématique pour les Browns, parce que Seb, il fallait parler des Browns forcément dans ce podcast, mais en plus de ça, une figure emblématique pour la lutte des droits des hommes aux États-Unis. Il a beaucoup fait pour sa communauté, pour son club, et je trouve que ça a été un joueur très 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 fort et certainement un des meilleurs running backs, si ce n'est pour moi le meilleur de tous les temps. Bon, les amis, c'était sympa le débat, mais là, on va clore complètement le débat, puisqu'on arrive au poste de receveur, que Seb va avoir droit pendant 3 minutes de nous faire son exposé sur pourquoi Monsieur Essir 08 est le meilleur receveur de tous les temps. Alors, voilà, il faut que je recontextualise quand même quelque chose, parce que vous savez, je suis quelqu'un de plutôt calme, mais il m'arrive de me mettre en colère. Et nous avons vu tous passer ce post étrange sur les réseaux sociaux avec qui nous donnait le GOAT pour chaque position. Et cette personne, qui était peut-être un peu dépressive, qui avait bu un coup, en receveur me met Randy Moss. Alors, Randy Moss, c'est mignon. C'est très bien, mais non, le plus grand receveur de tous les temps, quitte à me répéter, messieurs, il s'appelle Jerry Rice et il a joué la meilleure partie de sa carrière aux 49ers de San Francisco. 1985 à 2004, déjà une longévité à toute épreuve, 13 Pro Bowl, 10 fois All Pro, MVP du Super Bowl 23, 2 fois Offensive Player of the Year, on parle statistiques, all-time leader en termes de réception, 1549, de yards gagnés, 22 895, de touchdowns marqués, 197, le meilleur dans toutes les catégories. Pour vous donner un ordre de grandeur, Randy Moss, c'est 982 réceptions, c'est-à-dire qu'il y en a quasiment 600 d'écart, 15 292 yards gagnés, 7 milliards d'écart quasiment, même plus, et 156 touchdowns, il est 41 yards derrière. C'est-à-dire 41 yards, c'est 2 grosses saisons pour un receveur. Non, je ne vois même pas sur ce poste en quoi il y a débat. Certains de ces chiffres paraissent intouchables. Quand ces records seront battus, ce sera par un joueur absolument phénoménal, un véritable extraterrestre. Et je le dis, je le redis, malgré la qualité incroyable des receveurs qu'on a actuellement en NFL, aucun d'entre eux n'atteindra ces chiffres à la fin de sa carrière. Voilà, ça c'est dit.
Bon, Yaya, t'as mis quelqu'un d'autre. Alors, je tiens à préciser que la position est dangereuse puisque toute personne qui viendrait à contredire Seb sur ce sujet s'expose immédiatement à des sanctions. Il pourrait tomber d'ici même la fin de l'émission. Là, elle va partir, celle-là. Attention, elle va partir. Hein. Alors, Prendras-tu le risque, bon, Yaya? oui, je prends le risque. Il mesure 1m83, à peu près 71 kilos. Il a la barbe, il perd ses cheveux. Il s'appelle Charles Todin. Receveur à La Rochelle. Une réception en carrière. À Et il a arrêté. l'entraînement. À l'entraînement. Tellement il faisait peur qu'il a pris sa retraite après une target. Donc, du coup. D'ailleurs, voilà. je tiens à préciser parce que c'est quand même important pour les gens. Si vous voulez rencontrer cet énorme receveur, ce receveur de talent, celui qui est donc meilleur selon Yaya que Jerry Rice, il se produira le 12 juillet au matin à Villepinte et le 13 juillet sur les coups de midi au stade Robert Bobin de Bondoufle, et vous serez bien sûr les bienvenus. Il vous signera quelques autographes. Il est toujours très disponible. On n'hésitera pas à vous le présenter, mais vraiment ratez pas ça parce que si vous lui lancez un ballon, il va l'attraper avant même que vous ayez eu le temps de dire ouf. Hein. C'est vraiment Un vrai coffre à ballon. Ah, c'est incroyable. Et il faut voir ça de son vivant. Il est capable de mettre un stiff arm, attention quand même, parce qu'il peut s'énerver. Voilà, il peut. Non, mais blague mise à part, bien sûr que c'est Jerry Rice. Seb a tout dit. Il y a même, le débat ne peut même pas exister. Donc voilà. Donc il n'existera pas. Vince, pas de débat non plus. Pas de débat non plus. Je comprends pas pourquoi on parle de Randy Moss. Jerry Rice a mis la barre tellement haut et Seb l'a dit. J'aimerais bien voir de mon vivant un receveur qui fasse autant. J'en suis pas sûr, vraiment pas, parce que il a mis une barre. C'était monstrueux. Juste pour signaler, ESPN avait fait voter ses journalistes là-dessus sur les greatest of all time par position. Et c'est le vote où il y a eu le moins de débats. Jerry Rice avait été élu à plus de 90%. Mais une question me taraude, mon cher Vince. Oui, j'ai trouvé le site. Non, c'est pas ça la question du tout. Tu vas voir, c'est une question très sérieuse. Es-tu né après 2002 ? Oh, je rêve. Pourquoi tu dis ça? Oui, mais de mon vivant. De ton vivant, tu as voir un receveur. Alors, excuse-moi. C'est vrai qu'en 2002, je suivais le football américain, mais j'en étais encore au début et je ne me rendais pas compte que j'étais devant un monument. Et oui, c'est ça. Il y a des gens, c'est pareil, ils passent devant la Tour Eiffel et après ils se disent, mince, il y avait le monument. Et oui. Voilà, c'est pareil. Et oui. Ça, c'est en 2002, j'avais seulement 17 ans, mon cher Flav. Donc, Ouais. Si mieux que ça. 17 ans 17 ans. Ah oui. Bah oui. T'as que 3 ans de curiosité. Pardon? Non, vas-y. De curiosité, juste pour clore ce chapitre. Avant Jerry Rice, celui qui est considéré comme étant le plus grand, c'était Steve Largent, un très très bon receveur de Seattle, des Seahawks. Et vous ferez, à l'occasion, vous faites un truc, vous allez sur StatHead, vous pouvez faire des comparaisons entre Jerry Rice et Steve Largent, et votre distance de stats qui est entre les deux. Rice, c'est quelqu'un qui a réécrit le livre des statistiques sur son poste, et c'est vrai que le voir alors qu'on a comme Vince, voilà, moi j'aimerais beaucoup voir un joueur, un receveur ou autre, quelqu'un qui va vraiment réécrire le livre des stats, le livre des records de son poste. Et on disait que de Steve Largent que toutes ses stats ne seraient jamais battues. Et on pensait que Jerry Rice se calerait à un moment, et Jerry a été jusqu'au bout. Voilà. Mon cher Vince, c'est ton heure. L'heure des braves. Non, les Braves, c'est en baseball. L'heure où la position préférée de Vince va être débattue. La 4e et dernière position offensive, d'ailleurs, puisqu'après on passe aux joueurs défensifs. On n'a pas mis de O-line. En fait, on a pris le poste d'origine sur les réseaux sociaux qui a beaucoup tourné avec les 9 postes qui étaient dans ce visuel-là. Et on a réécrit ce visuel avec notre sauce. Voilà pourquoi il n'y a pas des O-line, il n'y a pas tout ça. Voilà. Mon cher Vince, c'est l'heure du tie-in. Nous t'écoutons.
J'ai mal, mon cher Flav, parce que je vais mettre un concurrent direct d'une franchise que je n'ai pas dans mon cœur, forcément. Non, je ne vais pas parler de Rob Gronkowski, mais bien de Tony Gonzalez, qui pour moi est le numéro 1 de tous les tight ends de l'histoire de la NFL. C'est simplement... je vois mes collègues approuver du choix, je dois donner l'idée de la tête, mais oui, que pouvons-nous dire de Tony Gonzalez? C'est une carrière hors norme. C'est incroyable tout ce qu'il arrive à faire dans sa carrière. Il arrive à changer vraiment le poste de tight end. Il arrive à faire des blocs monstrueux. Il arrive à sortir à la passe. Il arrive à faire des blocs. Un des premiers tight ends de l'histoire du football américain qui va faire des blocs sur le second rideau. C'est-à-dire qu'il va faire des blocs pour des jeux en reverse, pour des jeux de débordement et pour des blocs sur des linebackers qui sont beaucoup plus mobiles. Donc c'était quelque chose de totalement nouveau en NFL. Il a changé complètement ça. Il avait un physique monstrueux. Il arrivait il avait des mains incroyables. Il avait des appuis de feu. Il est vraiment monstrueux sur tout ce qu'il a fait. Il a 1325 réceptions en 17 ans. Ça fait à peu près 83 réceptions sur 17 matchs de moyenne. Il a 952 yards d'avancée sur une saison à 17 matchs. 11,4 yards par réception, 7 touchdowns par saison en moyenne, 111 en tout. C'est simplement des stats fabuleuses. Pour moi, c'est là aussi, j'ai beaucoup de mal à entendre que Rob Gronkowski peut être le numéro 1, surtout que, à mon sens, il arrive justement dans la lignée juste après Tony Gonzalez. Et c'est Tony Gonzalez qui, pour moi, permet aussi l'émergence de Tayen, comme sont arrivés Rob Gronkowski derrière. Alors, je voulais rebondir sur la fin de ton intervention, Vince. Moi, je suis totalement d'accord avec ton choix parce que c'était le mien également. Néanmoins, il y a quelque chose qui entre dans le débat quand même, parce que je pense qu'il y a débat avec Gronkowski. Il y a une différence majeure, c'est le palmarès. Et là où Gronkowski a 4 titres, Tony Gonzalez, malheureusement, lui, n'en a glané aucun. Après, c'est aussi un joueur, Gonzalez, qui a joui d'une longévité assez exceptionnelle. Et sa dernière saison, 17 ans de NFL, sa dernière saison en 2013, il gobe quand même 83 réceptions pour 859 yards. Et il en avait attrapé 93 la saison précédente. Donc, lui aussi, un autre point commun avec beaucoup de ces joueurs qu'on a cités, c'est que la baisse de régime en fin de carrière, lui non plus, il connaît pas. Mais pour moi, voilà, c'est un poste sur lequel il peut y avoir débat. Je suis d'accord avec tes arguments. Il y a quand même l'argument du palmarès qui entre en ligne de compte. Yaya? Oui, moi j'ai mis Tony Gonzalez, mais c'est nouveau que mes camarades parlent de palmarès maintenant quand on parle de GOAT. Donc, oh non. Ça y est, c'est reparti. Alors, un autre point. En dehors de Brady que j'ai cité, moi, tous les joueurs que j'ai choisis, ils ont un point commun. Devine lequel, Yaya? Quelque chose qu'Eli Manning n'a pas. Des MVP? Ils sont Hall of Fame. Non. Ils sont Hall of Fame. Voilà, merci Vincent. Un peu de bon sens dans cette discussion. Oui, alors il y en a. Et encore, Brady, c'est parce qu'il n'y est pas encore. On sait très bien que dans 2 ans, ça va même pas faire discussion. D'ailleurs, j'espère qu'Eli sera pas représenté cette année-là parce que ce sera mort aussi. Hein. Oui, il y a des chances parce que cette année, il se représente et il y a Drew Brees. L'année prochaine, il se présente. Juste une chose, t'en as combien qui sont double MVP du Super Bowl? Le mec, Eli Manning, il attend la porte, et il sonne tous les ans. En même temps, un double MVP. Un double MVP du Super Bowl qui est pas Hall of Fame, c'est une sorte. Mais oui, mais parce que vous êtes des cancres. Mais voilà, le monde veut pas savoir. Vous savez quoi? Vous êtes tous des wake. Voilà. Voilà. Eli Manning, c'est le mec qu'on veut pas inviter en soirée, qui reste à la porte.
Il est là. Ouvrez-moi. Non. Avec sa bouteille de champomis à la main, tu sais, dans les soirs qu'on laisse rentrer. Bref. Là-dessus, on va refermer le dossier attaque, les amis. Bon, on a une belle équipe quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on passe. C'est quoi le poste suivant? Normalement, c'est pour Yaya. Ah bah oui, forcément. Defensive end, j'ai mis Yaya. Bah oui, forcément. Alors, non, parce que j'ai inversé, parce que pour moi, c'est pas un defensive end, celui auquel vous pensez. Mais moi, j'ai mis Reggie White. Très bien. Du coup, tu veux parler des defensive tackles, peut-être? Non, c'était des linebackers, moi. Ah oui, des linebackers, tu veux parler. Moi, c'est un linebacker. Oui. Bon, vas-y, parle des defensive end et puis je te redonnerai la parole pour les linebackers, t'inquiète. Reggie White, un gars qui a révolutionné le poste, qui arrivait à saquer un quarterback en prenant un running back et le balançant sur le quarterback. Carrière qui a commencé du côté de Green Bay, qui ensuite a été à Philadelphie et après Green Bay. 232 matchs, 198 sacs. Voilà. Je crois même qu'il était pasteur, paix à son âme. Et des force fumble. Enfin, le gars, c'était un autobus. Rien ne pouvait l'arrêter. Je trouve, il a révolutionné ce poste et c'était une force de la nature. Les Packers, à partir du moment où ils l'ont pris, ils ont été des contenders. Malheureusement pour lui, il a commencé sa carrière à Philadelphie, mais bon, nul n'est parfait. Et c'était un des premiers à avoir des saisons régulièrement à plus de 15 sacs. Donc voilà. Est-ce que Vince, tu es d'accord avec ce choix? Non. Eh bien, vas-y. Dis-nous, donne-nous ton poulain. Alors, vas-y. Bon. Vas-y, Quintet. On dirait l'hippodrome de Chantilly, le numéro 8, domaine du plaisir, Casaque Orange. J'ai du mal, mais je vais dire Lawrence Taylor pour moi quand même. C'est un linebacker. Non, c'est un linebacker. Non, c'est pas c'est un outside linebacker. Non. C'est un linebacker. Bon, eh ben, si vous mettez un linebacker, alors dans ce cas-là, je vais prendre tout le monde de court. Je vais mettre un joueur qui est encore en carrière, qui n'a pas encore pris sa retraite. Voilà, puisque c'est comme ça. Et je suis désolé, mais je vais dire. Kevin Thibodeau. Je sais que vous allez me critiquer, mais je m'en fous. Von Miller. J'ai peur. Voilà, Von Miller. Voilà, je mettrai Von Miller. Pourquoi? Parce que non, mais alors forcément c'est très marqué Broncos et je rigole avec ça aussi, mais c'est pour pas aller dans. En fait, si on retire Lawrence Taylor et que je veux pas aller dans le sens de Yaya avec Reggie White, je vais aller du côté de Von Miller pour moi, simplement parce que voilà, c'est un peu rigolo avec mes Broncos et puis, mine de rien, il a été MVP du Super Bowl. Mais ça sert à rien, MVP du Super Bowl. Regardez là, oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est ce que vous dites à chaque fois. C'est ton meilleur argument pour le mettre au off et tu dis que ça sert à rien. Je sais pas. Mais non, je reprends vos arguments. C'était votre mauvaise foi. Je mets en avant votre mauvaise foi. Moi, je te dis simplement, pour moi. Je suis assez abasourdi parce que ça fait 3 ans que j'essaye avec Mika, que je salue, avec Yaya ensuite, avec Seb, avec Vince, que j'essaye de faire un podcast crédible, qui tienne la route 3 ans, qu'on se bat pour monter les audiences, pour que à la 32e minute d'un podcast sur l'équipe des GOAT of Time, on nous sort Von Miller. Mais c'est fait exprès, c'est du troll, c'est fait exprès et je maintiens. Voilà, je trouve que Von Miller... Alors, encore une fois... C'est vrai, vous avez raison et vous avez entièrement raison. Son passage à Denver et surtout sur 3-4 saisons en fait a été monstrueux. À part ça, c'est vrai que c'est beaucoup moins bon, je vous l'affirme. Donc dans ce cas-là, effectivement, si je veux être beaucoup plus rationnel, Reggie White pour moi aussi. Mon Seb. Alors, Reggie White, oui, mais messieurs, Bruce Smith, leader historique de sac de la ligue, defensive end des Bills de Buffalo, 4 participations au Super Bowl, 200 sacs en carrière. Reggie White n'est pas loin avec 198, mais sur le poste, le GOAT, c'est lui qui a le record. Là aussi,
immense longévité, 19 ans, donc la majorité passée aux Bills de Buffalo. Il terminera par 4 saisons à Washington, que je peux appeler les Redskins parce que c'était les Redskins à cette époque, ça n'est pas une erreur. Mais alors, gros débat interne chez moi avec Reggie White, donc je ne donne pas tort à Yaya sur ce coup-là, mais il fallait trancher. Moi j'ai tranché, ça a été Bruce Smith. Seb, il a débattu tout seul avec lui-même, tu sais. Non, c'est Reggie White. Et puis tu verrais ça. Ah ouais, non, et en plus, vous verriez ça, je m'engueule et tout, c'est assez intéressant. Je devrais me filmer, ça ferait des vues. Tu sais que la schizophrénie, c'est quand tes voix à l'intérieur se répondent et parlent entre elles. Mais bon. Oui, bon, bref, allons, avançons. Je suis schizophrène et nous nous soignons très bien. Voilà, tout va bien. Nous sachons. Bon, on passe au defensive tackle. Mon cher Seb, c'est à toi la parole. Alors, la parole est à moi. Eh bien, qui, à mon sens, est assez évident. Ah, est-ce que vous m'entendez? Il y a un souci de connexion? Oui, Cognac G, à vous Cognac G. C'est bon, on t'entend. Voilà, très bien. À vous les studios. Alors, j'ai fait un choix qui était, pour moi, le choix de l'évidence. Et en plus, c'est un joueur qui a pris sa retraite récemment. Je pense que tout le monde aura compris que je voulais parler de 2014 à 2023. 340 plaquages solo et 111 sacs en carrière, 20,5 en demi-ball, 8 Fall Pro, 3 fois Defensive Player of the Year et bien sûr un Super Bowl glané avec les Rams. Pour moi, c'était le choix de l'évidence. C'est quelqu'un qui a énormément marqué le poste. C'est quelqu'un en plus que l'on a eu, nous, la chance de voir évoluer au cours de sa carrière. Je mets une mention honorable en faisant mes recherches, il y a un nom qui m'est revenu à l'esprit, que j'avais un petit peu oublié. C'est John Randle, qui jouait pour les Vikings du Minnesota. 137,5 sacs en carrière, all-time leader sur sa position, sur la position de defensive tackle pour les sacs, 7 Pro Bowl, 6 fois All-Pro, et c'était un joueur non drafté et qui était considéré comme trop petit pour son poste, 1m85 pour 131 kg quand même. Néanmoins, ça reste une mention honorable, et pour moi, le meilleur de tous les temps, c'est Aaron Donald. Vince, pour toi aussi, c'est Donald. Aaron Donald en 1 et comme Seb, John Randle en 2. Je pense qu'il a tout dit, donc je vais m'épancher sur sur la deuxième mention honorable que j'avais, c'était Joe Green. Et c'est tout. Très bien. Ah, c'est ça, c'est penché. D'accord. Ouais, très bien. Non, mais juste le signaler parce que c'était un sacré joueur aussi. C'est un petit épanchement. Mais c'est beaucoup plus vieux. C'est une fuite. Un filet d'eau. Une infiltration. Une infiltration. On va plus loin. Bon, d'accord. Bon, Yaya. Aaron Donald, votez. Hop, on passe à la suite. Très bien. Linebacker. Mon cher Yaya, c'est pour toi, c'est ton moment, c'est ton tunnel. Vas-y, c'est parti. Premier choix de la draft. Il a complètement révolutionné le poste de linebacker. Il a 132 sacs, 5. On dirait Julien Lepers, Yaya, quand il fait ça. 33. Numéro 1 de la draft, il a 132 sacs. Et surtout, 2 Super Bowl, 87-91. C'est Lawrence Taylor. Il a été MVP du Super Non. Bowl. Non, le pauvre. Donc on peut le citer, c'est bon. Voilà, tout à fait. Hall of Famer. C'était le gars sûr de Bill Belichick. Un gars qui, sur le terrain, était irréprochable. Hors terrain, bon, hein, on va éviter d'en parler. Non, vas-y, parle-en. On dépeint l'homme et l'artiste. Vas-y. Le mec qui, à la mi-temps, prenait des cailloux de crack. Qui a envoyé des prostituées dans les hôtels de ses adversaires quand il allait jouer, qui picolait à tire-larigot, cocaïnomane. On rappelle que l'abus d'alcool et de drogue est dangereux pour la santé. Vous voyez ce que ça fait avec alors non, non, j'ai arrêté tout ça. Alors, je suis un homme sain, je suis un peu tel un Beatles qui a été en retraite à Katmandou, donc non. Merci George Harrison. Voilà, Lawrence Taylor, allez voir les highlights, c'était un fou furieux. Il mettait tout sur le terrain.
pour ceux qui sont un peu cinéphiles, allez voir L'Enfer du Dimanche. Il est reparti avec son cinéma. Il joue dedans, un des meilleurs films sur le football américain. Donc voilà. Mon Vince. Et ben moi, je vais partir sur Ray Lewis parce que pour moi, Lawrence Taylor est un defensive end. Donc, bon, mais en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, il jouait outside linebacker, Lawrence Taylor. Donc, il était edge, ce qu'on appelle edge aux États-Unis. C'est vraiment le côté qui déborde pour essayer de plaquer. Mais moi, je mettrais plutôt Ray Lewis dans ce cas-là, qui a eu une carrière folle aussi, qui est leader en plaquage, excusez-moi, 2059 plaquages sur 17 ans de carrière, et sur les plaquages seuls, il est à 1568, c'est lui qui mène la NFL aussi dans cette carrière, dans cette statistique, pardon. Pour moi, suffisant pour être le GOAT de sa position. Petite question, Vince, avant que Seb prenne la parole, tu pourras prendre la parole, Seb, juste après la réponse de Vince. Si jamais on considère que Ray Lewis et Lawrence Taylor sont tous les deux linebackers, tu mets qui entre les deux? Je mets quand même Ray Lewis pour moi. Très bien. Mais dans mon équipe, j'aurais Lawrence Taylor en D-end. Oui, j'ai compris. C'était juste pour voir entre les deux, si tu avais le choix entre les deux, qui est-ce que tu... Ça sera Ray Lewis. Très bien. Seb? Mes deux collègues, figure-toi, parce que là aussi, oui, gros débat sur le poste. Lawrence Taylor, évidemment, l'équivalent de Mike Tyson pour le foot américain, cet homme-là. Violent sur le terrain et violent également à l'extérieur. Une chose que ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé, Yaya, MVP 1986, seul linebacker de l'histoire à être élu MVP de la NFL, Lawrence Taylor. Mais Ray Lewis, le leader emblématique de la défense emblématique des années 90-2000 de la NFL, leader all-time des plaquages avec 2059 plaquages combinés, 1568 solos, un joueur hyper féroce, motivateur incontesté, qui a façonné cette défense à son image, défense qui lui permettra de remporter un Super Bowl. Choix très difficile. Allez, je vais pencher également pour Ray Lewis uniquement parce que je l'ai beaucoup plus vu jouer que je n'ai vu Lawrence Taylor. Mention honorable et historique aussi à Dick Butkus, linebacker pour Chicago de 1965 à 73. Son nom est encore aujourd'hui synonyme de peur dans le cœur de ses adversaires. Joueur extrêmement féroce lui aussi. Et d'ailleurs, le meilleur linebacker du pays en NCAA est récompensé par le Dick Butkus Award. C'est vous dire l'ampleur qu'avait cet homme dans le jeu. Oui, vas-y, Vin. Je suis désolé, mais je voulais citer un autre de Chicago, moi, en linebacker, Mike Singletary, qui a fait une très très grosse carrière. Oui. Mike Singletary, quand même, à Chicago, grosse carrière également. Super Bowl 86 Super Bowl 85, quoi, j'aurais dit. Oui, 80. Chicago, c'est 85. Il l'obtient dans l'année 86, mais c'est la saison 85. La saison 85. La saison 85. Mon Yaya, je te sens complètement abattu. Non, mais ça se tient. Ça se tient complètement. Non, mais après, tu vois, là, on dit que c'est abattu, ça va être ma storyline. Vas-y. Mais c'est complètement le choix entre l'excellence absolue. Ouais, c'est comme moi, j'ai fait des choix entre l'excellence absolue et puis... Non, toi tu fais aucun choix, tu arrêtes, s'il te plaît. Si, j'ai fait le choix entre l'excellence absolue pour composer mon équipe de podcast. Eh bien, vous comprendrez que celle du lundi est clairement au-dessus de celle du mercredi. Alors... t'as Wake, alors excuse-moi. Hein. Voilà, mais bon, bref. C'est pas... Oui, la pression, voilà, c'est documenté. Oui. Le gars, c'est un complotiste. Il arrive à faire des tunnels Wake maintenant, c'est fou, ça. Je sais que mon Wake, il va être super content parce qu'on va avoir parlé de lui tout le podcast alors qu'il est même pas là. Tu vois, je vais lui dire de l'écouter parce que là, ça va le rendre fou parce que je le connais et je sais que ce genre de débat de GOAT, c'est le genre de truc qui, tu vois, où il va dire mais ils sont pas bien, ça va quand même, mais ça va
aura pas du tout la tête, machin tout. Je sais que ça va le faire vriller déjà. Quand- Alors quand- en plus, on a parlé de lui. sur le premier choix, quand il va m'entendre dire Peyton au lieu de Ah oui, Brady, bon, alors là, il va déjà avoir cassé son poste de radio, parce que bon, on est en Guadeloupe, je suis pas sûr qu'il ait internet. Mais, et salut voilà. Wake. On salue Wake. Bon, les amis, on en est où? Defensive tackle, defensive end, c'est fait. Linebacker, c'est fait. Cornerback, cornerback, qui, je sais plus à qui est la parole. Du coup, Yaya a parlé 2 fois. Les Vince pour le cornerback. Allez, je le prends, le cornerback, je le prends. Et je vais parler, non pas des frères, mais des homonymes Woodson. C'est très compliqué pour moi d'échanger, Oh, mais content. de choisir entre les deux, entre Rob Woodson et Charles Woodson. Alors, aucun lien de parenté entre les deux. Aucun lien de parenté. Et je vais partir pour moi ce qui va changer la donne et qui va lui permettre d'être pour moi mon top 1. Je vais partir sur Rob Woodson. Pour moi, la différence qu'il y a, c'est qu'il y a un TD défensif de plus. Il y a 12 TD défensifs. Il y en a un qui est content. Voilà, il y a un TD défensif de plus. Donc, pour moi, il a une carrière monstrueuse. Commencé en 1987, fini en 2003. Il est leader sur les passes défendues. Donc sur sa carrière, il est leader sur le nombre de fois où il a forcé un fumble dans le backfield. Il est leader sur les touchdowns défensifs, touchdowns interceptés, pardon. C'est vraiment quelqu'un qui a été monstrueux. Et en plus de ça, c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment dans les stats, mais c'était quelqu'un qui était très dur au mal, qui arrivait à faire tomber même les plus forts. Il avait une capacité de blitz. Je vous invite à regarder ses highlights, s'il vous plaît. Il avait une lecture des blocs offensifs pour aller au QB. C'était quelque chose de fou. Il arrivait à avoir des plaquages pour pertes monstrueux. C'est des highlights sur highlights. C'est vraiment monstrueux. Alors, j'ai parlé de Rob. Charles était très bon aussi, à peu près dans le même domaine d'ailleurs. Ils étaient tous les deux très verticaux. Et je vais parler aussi de Deion Sanders dans un troisième temps. Pour moi, c'est mon troisième, qui était beaucoup moins latéral, beaucoup moins vertical par contre, et beaucoup plus latéral. C'est-à-dire qu'il défendait beaucoup plus les passes. Par contre, il allait beaucoup moins au plaquage dans la ligne. Mon Seb était content. Mon Seb a bondi de joie. Mon Seb va avoir la parole tout de suite, parce que je sens qu'il va y avoir même Poulain que notre cher Vince. Oui, parce que je suis très content parce que Rod Woodson, c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Vraiment. C'était un cornerback extraordinaire, 71 interceptions en carrière et surtout, comme l'a précisé Vince, un cogneur de premier ordre, le genre de type qui te colle une commotion au premier contact, un appui indispensable pour Pittsburgh sur le jeu au sol et des cornerbacks qui vont plaquer, et je dis vraiment plaquer sur le jeu au sol. Il y en avait pas masse à l'époque et il y en a encore moins maintenant. Pour moi, c'est vraiment un des joueurs que j'ai eu le plus de plaisir à voir jouer. Comme l'a dit Vince, allez voir des vidéos de highlights de Rod Woodson. Ça, les garçons, ça vous fait remonter le taux de testostérone de 93,8% immédiatement. C'est scientifiquement prouvé. Pour moi, c'est mon GOAT à ce poste, malgré les Deion Sanders, malgré les Darrell Revis, qui sont d'excellents athlètes, mais Rod Woodson, c'était un footballeur. Bon, Yaya. Je suis assez d'accord avec mes collègues. Moi, il y a une mention honorable. C'était un joueur qui a mis un put. Enfin, voilà, vous avez compris. Un sacré caramel. Même en plein Pro Bowl, c'était Sean Taylor. Parti trop tôt. Assassiné. On le sait maintenant. C'était un joueur de Washington. Donc, voilà, je voulais quand même le mentionner. Et qui était un joueur extrêmement respecté et parti trop tôt. Donc, petit ange parti trop tôt. Ouais, complètement. Ah, ouais. Mais t'as plombé l'ambiance. Je pensais aussi à Deion Sanders, bien entendu, mais je voulais mentionner quand même Sean Taylor. Voilà. Très bien. Ça va être à Seb pour clore avec les safety. Bon Seb, le GOAT des safety pour toi.
Oui. Est-ce que Seb est encore avec nous? Je suis là, mais j'ai eu une coupure, je n'ai pas entendu ta question, Flav. Alors, la question c'était, qui est pour toi le GOAT des safety? Ah, le GOAT des safety, c'est moi qui Oui. est les safety. Ben écoute, ça tombe bien. Moi, qui est les CI. Alors là aussi, je suis un petit peu compliqué. Le choix de cœur, ça aurait été Ronnie Lott, des 49ers, des Raiders et des Jets, actif de 80 à 94, un frappeur redoutable qui lui aussi a révolutionné sa position, 63 interceptions en carrière, plus de 1000 plaquages et 10 Pro Bowls et 4 Super Bowls avec les 49ers. Mais je me suis porté vers Ed Reed, l'autre défenseur emblématique des Ravens, qui passera également par Houston et par les Jets. 64 interceptions pour 1290 yards remontés. Il est le leader all-time dans cette catégorie statistique, redoutable sur la lecture des jeux de passe, avec un véritable instinct pour aller chasser le ballon. Il accumulera également 9 Pro Bowls dans sa carrière. Il sera 5 fois élu All-Pro et remportera bien sûr un Super Bowl avec les Ravens de Baltimore. Pour moi, c'est lui mon GOAT. Vince aussi? Eh bien, moi, je partirais plutôt sur Ronnie Lott, tu vois, figure-toi. Peut-être parce que je préfère les champs arrière qui vont au plaquage, et Ronnie Lott a été vraiment connu pour ça, pour aller aussi dans sa verticalité, aller chercher les plaquages, ne pas avoir peur. La différence, elle est claire entre les deux là-dessus. Au niveau des plaques, Ed Reed, des plaquages, pardon. Ed Reed est à 646 en combiné, 534 en solo. Ronnie Lott en combiné est à 1146 plaquages. C'est monstrueux. Il a vraiment été très très bon là-dessus. Dans sa tenue de balle, il était peut-être un peu moins bon, c'est-à-dire qu'il a beaucoup gêné les défenses, mais beaucoup moins attrapé des interceptions. Je le mettrai pourtant en premier. Je mettrai Ronnie Lott pour moi au-dessus de Ed Reed. Je suis étonné. Oh non, vas-y, Seb, vas-y. Ouais. Je suis étonné, Vince, que tu n'aies pas cité. À Denver, il y a eu un duo de safety dans les années 90. Oui. Steve Atwater et Dennis Smith. Ils étaient deux. Ouais, mais quel duo. Oh là là, alors là, pareil. Si tu regardes le duo, regardez des highlights de ce duo-là et... C'est monstrueux. La couverture qu'ils arrivaient à faire, la couverture champ arrière qu'ils avaient à faire les deux ensemble, c'était incroyable. Ouais. La quantité de terrain qu'ils arrivent à couvrir. Et puis surtout, les deux, en particulier Atwater, pareil, des frappeurs, mais redoutables. Le genre celui qui incite le plus. La peur dans le cœur des receveurs, quoi. Mon Yaya. Moi, ça a été cité. Pour moi, il instique la peur dans le cœur des auditeurs, lui. Oui, tout à fait. Surtout à Cory, que j'attends de pied ferme. Oh, attends, on va y venir, t'inquiète pas. Moi, c'était Ronnie Lott. Souvenir de jeunesse. Voilà, donc... les matchs enregistrés sur Canal+ à l'époque, le dimanche soir. Il enregistrait le samedi soir aussi sur Canal+, mais c'était pas la NFL. Alors, c'est souvenirs de jeunesse aussi. C'est souvenirs de jeunesse aussi. Oh mon Dieu. C'est bon à savoir. Podcast de qualité. Pas le ballon qui entrait dans la end zone. Alors, top. Vous me connaissez, je suis un homme qui aime les surprises. Alors, vous doutez bien que je n'allais pas vous quitter avec le GOAT of all time sans vous faire une petite surprise. Il nous manque quelque chose dans l'équipe. Ah, le kicker. Non, il nous manque un coach. Oh. Eh ben oui, il nous manque un coach. Je l'ai pas prévu. Qui est-ce qui entraîne cette belle équipe? Oh là là. Est-ce qu'on prend Don Shula? Est-ce qu'on prend Bill Belichick? Est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre? Bill Parcells? Voilà, on prend qui? Alors, je vais vous laisser réfléchir 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire l'agenda de la suite Archel. Moi, je prends Archel. Ce week-end à Paris, et plus même à Bondoufle, plus précisément, les Paris Musketeers vont recevoir les Vienna Vikings, un match à ne pas rater, puisque c'est 2 équipes qui trônent sur leur division pour l'instant respective en ELF, rematch de la demi-finale de l'an dernier que les Parisiens avaient perdu. C'est à 13h au stade Robert-Bobin, et en plus il y aura une bonne partie des gens de The Playoff qui seront dans les tribunes, y compris Yaya, y compris Vince. Donc voilà.
voilà, n'hésitez pas à venir au stade Robert Bobin dimanche 13 juillet à 13h. Pour les podcasts de la semaine prochaine, il y aura le podcast ELF qui reviendra sur le match entre les Vikings et les Mousquetaires et un podcast NFL spécial puisque ce sera le tu préfères de Yaya, le fameux, celui que vous avez tant aimé l'an dernier qui revient avec notamment Cory qui va venir me remplacer, non, c'est Yaya qui va me remplacer et Cory qui sera là pour débattre de ces thèmes toujours plus farfelus les uns que les autres et le choix sera simple, tu préfères soit la proposition A, soit la proposition B, avec des débats toujours animés et rigolos à la clé. Bon, et forcément sans mauvaise foi. Mais non, qu'avec de la mauvaise foi. Alors là, oui. Oui, on veut pas d'arguments, on veut pas des arguments à la Seb, on veut des arguments à la Vince. Ouais, on veut pas du rationnel. Je rêve. Le tacle. Ça veut dire quoi ça, la vache? Je dois le prendre, je suis censé le prendre comment exactement? D'ailleurs, on pourrait faire un tu préfères Seb ou Vince. Mais on ne fera pas parce qu'on aime tout le monde. Non, c'est ça le truc. Voilà. Moi, je préfère Flav ou. Voilà. Et alors, du coup, faire des ballons dégonflés on va faire. Tu préfères Don Shula ou Bill Belichick d'ailleurs? Alors, je disais Archel pour rigoler. Non, pour moi, c'est Bilou. Bilou? Ouais, Bill Belichick. Tu prends Bill Belichick, Vince? Putain, là j'ai du mal. Hein. J'ai dit le mot, pardon, je suis désolé. Allez, je vais partir sur Sean Payton. Tom Landry. Très bien. Landry avec un gros big up à Vince Lombardi aussi. Oui, j'y pensais. Seb? Eh bien, puisque je n'ai pas préparé cette question, je décide d'abandonner mon objectivité légendaire. Et moi aussi, je choisis Bill, mais pas le même. Je choisis Bill Walsh, évidemment. L'entraîneur des 49ers des années 80, 1979 à 1988 pour être plus précis, l'homme qui façonna alors quelque chose qui est tombé en désuétude aujourd'hui, mais ce qu'on appelait la West Coast Offense, c'est-à-dire pour faire simple, un système de contrôle du ballon sur un jeu de passe courte. C'est lui qui Joe Montana, c'est lui qui va faire de Jerry Rice, c'est lui qui va créer la dynastie mythique des 49ers des années 80. C'est très simple, si j'aime ce club, c'est grâce au travail de cet homme. Donc pour moi, ce sera Bill Walsh. Je vous donne l'équipe faite par la fameuse intelligence artificielle et ensuite vous rappellerez chacun vos 9 joueurs composant votre équipe pour que les gens puissent dire dans les commentaires mais qui ils préfèrent, quelle est leur équipe à eux, bien évidemment. Alors, pour l'intelligence artificielle, quarterback Tom Brady, running back Jim Brown, receveur Jerry Rice, tight end Tony Gonzalez, defensive end Reggie White, defensive tackle Aaron Donald, linebacker Lawrence Taylor, cornerback Deion Sanders, safety Ed Reed et coach Bill Belichick. Voilà. Les deux intelligences artificielles interrogées sont d'accord sur ce même classement. Bien. On est d'accord que Charles Todin n'est pas une intelligence artificielle. Non, Charles Todin, il n'a pas fait partie du truc. Et il ne savait même pas qu'il aurait le droit à 2 minutes de pub pour lui-même. Mais voilà, Charles Todin, d'ailleurs, il faut le préciser, hein, qui est le rédacteur en chef mondial d'un très bon site d'information qui s'appelle The Playoff. Donc n'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas, à aller le voir. Et je parle bien là du site internet et non pas de Charles Todin, puisque il n'est pas disposé à recevoir tout le monde chez lui. Ça n'est pas non plus. Il a une page LinkedIn, allez-y. Il a une page LinkedIn, bien sûr, bien évidemment, comme tout professionnel qui se respecte. Mon Yaya, tu nous rappelles ton équipe? Oui. Quarterback Joe Montana, running back Emmitt Smith, wide receiver Jerry Rice, tight end Tony Gonzalez, defensive end Reggie White, defensive tackle Aaron Donald, linebacker Lawrence Taylor, cornerback Sean Taylor, safety Ronnie Lott, coach Bilou Belichick. Vince. Quarterback Peyton Manning, running back Jim Brown, wide receiver Jerry Rice,
tight end Tony Gonzalez, defensive end Lawrence Taylor, defensive tackle Aaron Donald, linebacker Ray Lewis, cornerback Rob Woodson, safety Ronnie Lott et coach Tom Landry. Jack Del Rio, non. Seb. Alors, en quarterback, Tom Brady, en running back, Bass, en receveur, et prêt en receveur déjà, Jerry Rice, en tight end, Tony Gonzalez, defensive end, Bruce Smith, defensive tackle, Aaron Donald, linebacker, Ray Lewis, cornerback, Rod Woodson, safety, Ed Reed, coach, Bill Walsh. Voilà. Vous pouvez donner, vous aussi, votre équipe préférée. Alors, soit vous la composez en entier, soit vous dites que vous êtes Team Seb, Team Yaya, Team Vince, Team Intelligence Artificielle. Vous hésitez. Ça fait de sacrées équipes quand même. Ça fait des belles équipes. Hein. C'est pas mal. Ah, oui, là, c'est mieux que celle du poste d'origine. Hein. Vous avez remarqué? On est meilleur que le poste d'origine. Incontestablement, c'est meilleur. Les amis, on nous reste à vous remercier tous ceux qui nous ont écoutés. La semaine prochaine, je le redis, c'est l'épisode Tu préfères. Vous allez vous régaler. Ça va être un grand moment de cette intersaison. Donc, n'hésitez pas à venir écouter et puis à inviter vos amis. Parce que s'il y a bien un épisode à ne pas rater, c'est bien celui-là dans la saison. Merci mon Seb, merci Yaya, merci Vince. On se dit donc à très vite, les amis. Et vive le foot US. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.